Nemo avait aussi pris l'habitude de se rendre régulièrement jusqu'à l'arbre et de le gravir jusqu'à la chambre de la vigie. L'endroit avait fait très forte impression à Koda la première fois qu'il y était allé. Wow, c'est ta vraie chambre ça? Bah mon vieux, à ta place je me serais pas fait prier. Debra aussi, à sa manière, en avait été impressionné. Depuis qu'ils étaient rentrés, Nemo s'y rendait presque chaque jour, seul ou accompagné. De là, il se lavait, souvent, admirait les chefs-d'œuvre, et il y en avait beaucoup, que recelait la pièce. Tentait de comprendre comment chaque coin avait été agencé, chaque bout de bois taillé et gravé pour être aussi parfait. Et surtout, il observait. En dépit de l'évidence, il n'avait pas compris la première fois à quel point la chambre de la vigie portait bien son nom. De là, il surplombait la forêt et pouvait admirer dans les moindres détails les progrès effectués. C'était devenu pour lui un besoin après une longue journée à travailler, la tête rivée au sol sur les canaux d'irrigation. En prenant de la hauteur, il voyait se dessiner les 3 lignes vertes au milieu de la terre ocre, les arbustes renaître, les feuilles voleter au gré du vent. Il avait aussi pris l'habitude d'emprunter à Debra la petite épée forgée par les outils du village et d'y graver d'un petit coup de pointe une entaille pour chaque jour passé. Il ne recomptait jamais les entailles qui s'étaient accumulées à une vitesse surnaturelle, mais il ne manquait jamais d'en faire une en passant, et ce petit rituel lui donnait l'impression d'accomplir quelque chose, d'avancer. Il lui arrivait souvent d'observer la tombée du jour depuis la chambre. La lumière virait doucement au doré, au cuivré, puis à l'argenté quand la lune remplaçait immanquablement le soleil. L'un comme l'autre se reflétaient à la verticale sur le lac de Belle Étoile qui, visible de très loin, offrait à Nemo la vision d'une symétrie parfaite et apaisante. Il avait fini par remarquer une autre spécificité bien utile de la chambre. S'il s'accoudait à la balustrade, s'il fixait un point dans la forêt, y compris très lointain, celui-ci finissait par lui apparaître avec une grande précision, comme s'il en avait été très proche. C'est ainsi qu'un jour, alors que son regard s'était perdu dans le lointain avant de revenir sur le corps de ferme, il avait vu le vieux jardinier s'asseoir sur le porche à la fin d'une journée et allumer d'un claquement d'ongles son énorme trompe-pipe. Alors que les volutes s'élevaient paresseusement, Nemo avait plongé ses yeux dans ceux rieurs du jardinier. Il distinguait précisément chaque détail, chaque ride, chaque pincement de lèvres, chaque frissonnement de joue, chaque goutte de sueur qui s'écoulait sur ses sourcils broussailleux. Et d'un coup, le jardinier l'avait regardé, droit dans les yeux, comme s'il n'avait été espacé que de quelques centimètres. Et, espiègle, le vieil homme lui avait adressé un clin d'œil rieur. Déstabilisé, Nemo avait instantanément perdu sa concentration, et le corps de ferme était redevenu une vague tache colorée dans le lointain. Quand les après-midi s'étiraient, il arrivait à Nemo de s'allonger sur le lit gigantesque, et il l'avait découvert sans surprise, incroyablement confortable. Il restait ainsi plusieurs minutes, immobile et silencieux, à regarder le plafond, à écouter la forêt, à penser à tout et à rien. Il lui arrivait même de s'y assoupir, mais jamais, au grand jamais, il n'était resté y dormir. Il revenait toujours immanquablement jusqu'à la ferme pour passer la nuit dans son hamac jaune canari, dont le frère jumeau servait de lit à Koda. Ce dernier s'en était étonné la première fois, mais après être venu plusieurs fois jusqu'à la chambre, il avait compris. Ou au moins, il avait eu la politesse de cesser de manifester son incompréhension. L'endroit était splendide, harmonieux, empreint d'une sérénité infinie, mais Nemo ne s'y sentait pas à sa place. Pas mal, ça non, simplement pas à sa place. Pas digne, aurait formulé Debra s'il s'était ouvert à elle sur le sujet. Ses longues observations depuis la chambre de la vigie lui avaient également fourni une information importante. Les marques noires persistaient. Non seulement un grand nombre d'arbres morts en portaient, mais, plus inquiétant, Nemo avait l'impression d'en voir de plus en plus. Elles étaient relativement localisées, mais faciles à discerner pour quiconque avait appris à regarder vraiment depuis la vigie. Ces marques provoquaient chez lui un malaise grandissant. D'un côté, elles le révoltaient et lui donnaient envie de partir en débusquer les auteurs, d'autant qu'une fois de plus, la localisation des marques laissait peu de doute quant au secteur où il aurait eu le plus de chances d'en trouver.
D'un autre côté, il ne pouvait nier la crainte qu'elle lui inspirait. Il travaillait d'arrache-pied pour faire renaître la forêt, et une ou plusieurs créatures bafouaient cette vie naissante sans mesure ni remords. L'idée même lui était insupportable. Les Scorpiros s'étaient contentés de répéter le jardinier quand il s'en était ouvert à lui, et son ton ne portait jamais ni colère ni crainte. Un jour qu'il observait la forêt depuis la chambre, il les vit enfin. Son œil fut d'abord attiré par un mouvement infime à sa droite. Alors qu'il était concentré sur un point précis de l'irrigation sur lequel il avait travaillé toute la journée, un mouvement inhabituel le força à reprendre une vision d'ensemble. Des feuilles bougeaient en un point bien précis, un mouvement qui n'avait rien à voir avec le vent. Il tenta de se concentrer pour les voir de plus près, mais trop tard, l'agitation s'était emparée de lui, il resta tétanisé une seconde. Puis, sans avoir vraiment pris le temps d'y penser, il se précipita dans les escaliers. Nemo descendit les marches, 4 à 4, obliqua en sortant de l'arbre, tira en ligne droite en direction du mouvement qu'il avait perçu. Il courut de toutes ses forces, les poils hérissés et les sens en éveil. D'instinct, il serra fort la petite épée passée à sa ceinture et, pour la première fois depuis qu'elle lui avait été offerte, il la sentit bourdonner légèrement dans sa main. Tout en courant, il la dégaina, parfaite réplique miniature de tranche-nuit, l'épée animée. Si magnifique soit-elle, elle tenait plus du long couteau que de l'arme de guerre. À peine avait-il eu cette pensée qu'il la sentit subrepticement s'alourdir dans sa main. S'il s'était arrêté dans sa course, il aurait vu l'acier prendre un aspect fluide, presque liquide. Il aurait vu la garde s'élargir et la lame s'allonger pour s'adapter à son bras à la perfection. À mesure qu'il courait, Nemo sentait son rythme cardiaque s'accélérer, et l'effort n'était pas le seul responsable. Une brindille se brisa à sa droite. Il modifia légèrement sa course. Il était tout proche. Il entendait. Il le sentait. Un craquement plus fort. Il tourna, dépassa un tronc, et soudain il les vit. Ils étaient deux, recouverts d'une cuirasse cramoisie, de taille à peu près égale à la sienne, mais rampant au ras du sol, portés par 6 pattes musclées et luisantes. La tête triangulaire, encadrée par 2 pinces menaçantes. De l'arrière de leur corps, une queue se courbait jusqu'au-dessus de leur tête. Une queue au bout de laquelle un dard effilé brillait d'un éclat incandescent. 2 Scorpiros. Nemo hurla, de colère et de terreur. L'une des créatures se retourna, les pinces croisées en garde. La deuxième était trop occupée, sa queue était plantée dans le tronc d'un arbuste. Avec une horreur décuplée, Nemo vit le tronc noircir autour du dard, tandis que le bois vieillissait, séchait, jusqu'à pourrir. Cette vision le galvanisa. La colère l'emporta sur la peur. « Arrêtez, espèce de monstre !» hurla-t-il à plein poumon. Le Scorpiro, qui était en train d'absorber l'arbre, retira son dard et se retourna pour lui faire face, les pinces croisées en position de garde. Étonnamment, Nemo prit conscience à ce moment-là seulement d'à quel point il avait changé. Le travail dans la forêt, la longue marche nocturne, sa rencontre avec la mort, son passage au village, tout l'avait rendu plus fort. Il était en meilleure condition physique qu'il n'avait jamais été. Sa course dans la forêt ne l'avait d'ailleurs même pas essoufflé. Sa peau était tannée par le soleil, ses bras étaient musclés par le travail dans la forêt. Ses sens étaient aiguisés. Il avait peur, ça oui, mais il parvenait à contrôler sa peur. Il tenait l'épée bien haut, en garde, serré des 2 mains à s'en blanchir les jointures. Une pensée aussi évidente que décourageante le saisit alors. « Je ne sais pas manier l'épée. »« Ne t'inquiète pas, messire, » lui répondit une voix aussi aiguë qu'un crissement métallique. La voix semblait engourdie, comme celle de quelqu'un qui s'éveillerait à peine d'un très profond sommeil. « Moi, je sais manier l'humain. » Et en effet, l'épée bougea d'elle-même, emportant ses bras dans son mouvement. Instinctivement, Nemo comprit qu'il devait se laisser guider. L'épée entama une danse aérienne et virtuose. De taille et d'estoc, elle percuta les dards et les pinces, para les coups, forçant parfois Nemo à se déplacer dans son sillage pour éviter les attaques. Les Scorpiros, en frappant, émettaient un sifflement atroce, organique. L'un d'eux toucha Nemo au bras gauche, lui laissant une longue estafilade sanglante, douloureuse, mais sans gravité. La lame n'avait pas menti. Elle savait manier l'humain. Avec une vitesse et une violence redoublées, elle permit à Nemo de prendre l'avantage. Elle ne manipulait pas seulement ses gestes en se déplaçant d'elle-même, elle lui prodiguait des conseils qu'il était seul à entendre, de sa voix métallique qui semblait de moins en moins somnolente. « Tiens-moi fermement,
Ne casse pas les courbes. Là, occupe le centre. Un pas à droite, protège ton épaule. Ressens le rythme, messire, je ne peux pas tout faire toute seule. Allez, garde, respire, garde, esquive. De taille, maintenant! Nemo venait d'échapper à une attaque de queue grâce à un habile pas de côté. Le Scorpiro, emporté par son élan, se retrouva dos à Nemo, légèrement déséquilibré. Le garçon et l'épée ne lui laissèrent aucune chance. Un coup puissant et uniforme. La queue, tranchée nette, retomba au sol dans une ultime torsion saccadée avant de s'embraser. L'animal poussa un sifflement strident de colère et de douleur. L'autre Scorpiro tenta d'attaquer, mais la lame para ses pinces sans difficulté et lui infligea une coupure brûlante en travers de la tête. La déroute était sonnée. Les deux Scorpiros prirent la fuite à toutes jambes. Nemo les poursuivit quelques mètres, mais dut renoncer face à leur vitesse prodigieuse sur ce terrain accidenté. Il revint sur ses pas. La queue tranchée finissait de se consumer. Il n'en resta bientôt que des cendres grises et rouges que le vent eut tôt fait d'emporter. Alors, sans vraiment y réfléchir, Nemo retourna l'épée et en planta la lame dans le sol afin de faire face à sa garde, là où un étrange œil métallique s'était ouvert. Il bégaya. « Merci infiniment. Tu viens de me sauver la vie. »« Tu dois me nommer maintenant. Tu dois me nommer. » La voix de l'épée, impatiente, n'avait plus rien d'endormi. Il hésita un instant, le regard perdu en direction du tas de cendres que le vent finissait d'éparpiller. Puis finit par dire, avec solennité. « Fille de Tranche-Nuit, je te dois la vie. Ma loyauté, ma gratitude et mon amitié te sont acquises. Je te nomme ici et maintenant. Tu seras désormais Tranche-Flamme. À présent, lève-toi. » Ainsi vont les outils. Elle sortit du sol d'elle-même et se mit à flotter en l'air. Sa lame brilla un court instant d'une lueur incandescente. Avec douceur, elle se posa sur le bras sanglant de Nemo. La plaie cautérisa instantanément. Nemo la remercia à nouveau, puis, alors que la nuit tombait, ils repartirent ensemble vers la maison du jardinier.